du digital. Alors, on va voir qu'il y a différentes formes de créativité qu'on va vous présenter. Avant de commencer, eh bien, on va déjà se présenter nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, moi, je suis Florian Casalta. Je suis le responsable du pédagogique du cursus digital. J'ai à mon actif 18 ans d'expérience dans le domaine du digital, notamment chez Cdiscount, où j'ai pu exercer dans différents métiers et donc avoir une vision assez large du digital. Et avec moi, je suis accompagné par Manon, qui est en charge des admissions de l'ECV Digital et qui pourra également répondre à vos questions si vous en avez concernant les admissions. D'ailleurs, Manon, je vais te laisser tout de suite la parole pour que tu puisses un petit peu rapidement présenter le CV pour ceux qui ne connaissent pas l'école. Bien À sûr. toi, je t'en prie. Eh bien, quelques mots sur le CV. Eh bien, nous sommes une école créative créée en 1984. Donc, on a déjà pas mal d'années d'expérience et beaucoup d'étudiants qui sont venus étudier à l'ECV. Nous sommes sur différents campus partout en France, notamment donc sur Paris, à Bordeaux, à Aix-en-Provence, à Nantes et à Lille. Et nous formons des étudiants sur 4 cursus différents. Le cursus animation, le digital, le design et également le game. Voilà pour la petite présentation de l'ECV. Enfin, voilà, je te laisse prendre la suite. Merci, Voilà. merci Manon. Super. Donc, en effet, la thématique aujourd'hui qu'on va aborder avec vous, c'est est-ce qu'on peut réussir dans la tech en tant que créatif. Donc, par rapport à ça, on va aborder différentes choses en les 30 minutes à peu près à venir. Comment on peut appréhender les différents métiers créatifs, comment on explore une vision aussi créative dans le digital. Et on va voir qu'il n'y a pas que le design qui existe. Et on vous présentera un petit peu des formations qui vous permettent d'atteindre des objectifs créatifs tech, on va dire, dans le digital. Alors, la thématique aujourd'hui, elle repose à peu près sur 3 piliers. Mais avant de commencer, je pense qu'il est important de rappeler un petit peu la définition du mot créativité. Aujourd'hui, la créativité, c'est la capacité d'un individu à imaginer ou à construire, mettre en œuvre un concept neuf, ça peut être un objet nouveau, un service, ou à découvrir une solution originale à un problème. Alors déjà, on voit dans cette définition que le mot design n'est pas forcément présent et qu'on parle plutôt de créativité au sens large. Et on va voir un petit peu après qu'il y a différents types de créativité aujourd'hui. Et dans les thématiques qu'on va aborder, donc c'est la manière de développer sa créativité dans d'autres métiers. Est-ce que la technologie et la créativité sont compatibles? Et on va voir les différents types de créativité qui existent aujourd'hui dans le digital. Avant ça, on vous a posé des petites questions avant ce live pour un peu mieux connaître vos connaissances sur la créativité dans ce domaine-là. Donc, je vais vous partager un petit peu les résultats qui ont été réalisés. Aujourd'hui, donc, ceux qui sont là dans ce live, il y a environ 40% des personnes qui sont intéressées par de la direction artistique en digital, 25% par tout l'univers design et UX, on va dire, et 16% plutôt sur de la stratégie et du marketing et du développement, et d'autres personnes qui ne savent pas encore totalement ce qui les intéresse. Alors, ce qui est intéressant sur cette première partie, c'est qu'on constate qu'à peu près 66% des répondants associe la créativité au design. Donc c'est assez intéressant parce que du coup, j'espère que ces personnes sont présentes ce soir parce que je vais pouvoir un peu vous montrer qu'il y a d'autres manières aussi d'être créatif qui passent pas par le design. De ce que je vois, vous avez plutôt une connaissance assez poussée déjà dans votre connaissance de la créativité dans la tech, puisque 50% ont répondu quand même avoir un niveau de connaissance de 4 sur 5. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez répondu à une question qu'on vous posait. Fallait-il absolument faire du design pour être créatif dans le digital? 67% d'entre vous pensent qu'il faut faire du design pour être créatif dans le digital.
eh bien, vous allez voir qu'il y a d'autres manières d'être créatif. Pour ça, je vous propose différentes formes de créativité. Donc, aujourd'hui, si on fait l'abstraction du design en tant que tel, on peut être créatif sur différents types d'aspects, notamment sur la gestion de projet, tout d'abord. On peut être créatif dans les méthodes qu'on va employer pour atteindre un objectif de gestion de projet. Quand je parle de méthode, ça peut être de la technologie. Notamment, on va peut-être trouver des astuces créatives pour utiliser différentes technologies qui, à la base, ne communiquent pas forcément entre elles et qu'on va arriver à faire communiquer. Ça, c'est de la créativité déjà. Arriver à faire des choses qui n'existent pas. Je rappelle, la définition de la créativité, c'est faire des choses neuves. Donc, aujourd'hui, créer des nouvelles technologies ou créer des nouvelles méthodes de travail, c'est de la créativité. On peut également, sur des projets, être créatif en trouvant des solutions. Quand on a des projets, généralement, on a des problèmes et on essaie de les contourner. Et la créativité dans la solution, elle est hyper importante parce que parfois, on peut résoudre un problème en étant très créatif. Ça, on ne le voit pas tout le temps, en fait, dans la gestion d'un projet, mais il faut être astucieux, il faut être malin. Et l'astuce et le côté malin passe par cette créativité, donc dans la résolution de problèmes. On peut également être créatif sur du produit. Alors là, quand je parle de produits, je parle notamment de produits digitaux, je ne parle pas forcément de produits physiques. Donc, les produits digitaux, ça peut être des sites web, des applications, ça peut être des bornes interactives, ça peut être les montres connectées, les objets connectés, voilà. La créativité, déjà, pour un produit, eh ben, on est créatif dans l'idée qu'on a. Prendre une idée, c'est être créatif de départ. Et on n'a pas besoin du design, on n'a pas besoin du marketing, on n'a pas encore besoin du développement. On a juste besoin de sa tête pour être créatif et de sa curiosité. Et donc, la créativité passe par l'idée. La créativité sur le produit va aussi passer par l'innovation. Faire de l'innovation, c'est être créatif. Par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent pour se faire livrer de la nourriture à domicile. Uber Eats, par exemple, ou Deliveroo. Mais demain, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui propose une solution pour livrer de la nourriture par drone, ça va être de l'innovation. Et donc, c'est de la créativité derrière. Et il n'y a aucune notion de design qui rentre en jeu là-dedans. C'est plutôt une notion de solution, de créativité dans la solution. Et donc, on va venir proposer une valeur différente au produit en proposant une idée créative qui va faire une différence par rapport à un autre produit. Donc, c'est assez intéressant l'aspect produit parce que c'est vraiment là-dessus où on peut être le plus créatif pour faire évoluer son produit de l'idée jusqu'aux évolutions techniques derrière. La créativité, elle passe aussi potentiellement par du contenu. Donc, le contenu, c'est tous les éléments qu'on va retrouver sur un site, que ce soit des éléments visuels, des éléments texte, des éléments sonores, des éléments vidéo. Et donc, on peut être très créatif dans déjà de la rédaction. Écrire du contenu sur Internet, il faut être curieux pour le faire, parce qu'il faut être créatif du coup. Et la rédaction de contenu, elle va avoir des axes assez intéressantes parce qu'en fait, on va devoir être créatif en fonction de la cible et des personnes à qui on va communiquer. On ne va pas écrire de la même manière à des personnes jeunes qu'à des personnes peut-être plus âgées. Et donc, du coup, il faut être créatif dans la manière d'écrire. On va être créatif aussi dans ce qu'on appelle le storytelling dans le contenu. Donc, le storytelling, en fait, c'est la manière de raconter une histoire. Comment aujourd'hui on peut raconter une histoire autour d'un produit, autour d'un service, autour d'une fonctionnalité, par exemple? Eh bien, il faut être créatif pour écrire des histoires. Il y a des marques aujourd'hui qui le font très bien dans des campagnes de communication. Par exemple, Intermarché a des très belles campagnes de communication avec un beau storytelling. Et ça, c'est de la créativité. Et après, on va venir potentiellement rajouter du design pour faire la publicité. Mais l'idée de départ, dans l'écriture, elle vient. Elle ne prend pas en compte le design ou autre. Elle prend en compte le contexte et votre créativité, votre cerveau et la manière dont vous avez la capacité de produire des choses différentes et innovantes. Elle passe aussi par des formats différents. Donc, quand je parle de format, je parle de différents supports.
Aujourd'hui, la créativité peut être différente sur un téléphone mobile, comme sur une montre connectée ou sur un écran d'ordinateur. On ne va pas avoir la même manière de lire le contenu, on ne va pas avoir la même manière de consulter des images ou des vidéos. Et donc, la créativité peut être très différente selon les supports qu'on va utiliser derrière. Et enfin, la dernière forme de créativité qui peut être un peu différente, ça peut être sur du marketing. Tout d'abord, sur la stratégie. On parle souvent de stratégie. La stratégie, il faut être créatif. Bien sûr, il y a des contextes à respecter pour atteindre des objectifs, pour potentiellement atteindre des cibles sur un marché précis, mais il va falloir être créatif dans la stratégie qu'on va mettre en place. Qu'est-ce qui va faire une différence entre votre stratégie et celle peut-être d'un de vos concurrents? Eh bien, ça va être la créativité que vous allez apporter aussi sur cette stratégie. Et donc, vous allez la répercuter ensuite sur la communication. Et là, pareil, vous pouvez être très créatif dans les stratégies de communication. Peut-être dans les supports que vous allez utiliser, peut-être dans le fait que vous allez faire appel à des influenceurs, que vous allez potentiellement faire appel à des agences créatives pour créer un concept, mais qui n'est pas encore matérialisé sous forme de design, qui est juste une idée. Donc, dans le marketing et la communication, on est créatif déjà dans les idées qu'on a au départ. Et on va être créatif après dans la manière de les matérialiser. Et là, on va faire appel ensuite au design, notamment pour des affiches de communication, des supports print, par exemple, ou des supports digitaux. La créativité dans le marketing, elle peut aussi passer par des mécaniques fonctionnelles. Donc, je vous en mets une en exemple ici, qui est la gamification. La gamification, c'est la capacité, en fait, à rendre un contenu, à transformer un contenu qui peut être un petit peu complexe sous forme de jeu et permettre, en fait, d'apprendre des choses ou d'atteindre des objectifs en ayant un petit système de récompense qu'on met, en fait, en face des objectifs à atteindre et qui permettent d'engager une communauté et d'avoir de l'interaction avec elle. Aujourd'hui, il y a pas mal de systèmes de gamification qui existent sur différents types d'applications. Par exemple, il y a WeWard, qui est une application pour marcher. Plus vous marchez avec cette application, plus vous gagnez des points et vous pouvez les transformer de mémoire en argent. Ça, c'est de la gamification pour vous pousser potentiellement à une activité physique. Il faut être créatif pour penser à ce genre de système. Voilà pour un peu une présentation des différentes formes de créativité. Manon, je ne sais pas s'il y a des réactions peut-être dans le chat ou peut-être tout est clair pour le moment. Pour le moment, tout a l'air clair. Pas de questions sur le chat. Donc voilà, j'ai l'impression que tout le monde a bien compris les différentes formes de créativité. Parfait. Alors, ces différentes formes de créativité, derrière, en fait, comment on pourrait les traduire sous forme de différents types de métiers? Alors, j'ai fait une sélection de métiers un peu créatifs qui n'englobent pas forcément du design dedans et qui vont vous montrer qu'il y a d'autres métiers où on peut être très créatif. Les métiers technologiques, déjà, on peut retrouver différents types de développeurs. Alors, les développeurs, la plupart du temps, les gens pensent que c'est des gens qui vont développer des sites Internet, qui vont développer des applications mobiles, mais il y a des développeurs qui font d'autres choses. Le développeur créatif, notamment, lui, il va utiliser les technologies qu'il maîtrise pour créer des expériences interactives. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail technologique des choses, mais ça va lui permettre de créer des objets divers et variés qui vont avoir de l'interaction avec des utilisateurs et créer une expérience en fait, derrière. Et le développeur créatif, il peut être assez proche derrière de l'artiste numérique. L'artiste numérique, lui, pareil, il va utiliser des technologies numériques, mais pour créer des œuvres d'art numérique. Et donc, il va se servir du code, du développement web, de différents types de langages web pour faire des créations graphiques, des modélisations 3D, créer des installations diverses et variées, mélangeant de la vidéo, du son, de l'interactivité. Ça peut être des sculptures numériques, il y a plein de formes qui existent aujourd'hui. Sur ce type de métier, pour avoir un peu une idée de fourchette de salaire,
on va dire que un débutant va gagner à peu près entre 25 000 et 30 000 euros par an, mais ça peut monter sur des profils seniors, voilà, jusqu'à 70 000, 80 000 euros par an. Il y a un autre métier qui existe aussi, c'est le développeur interactif. Le développeur interactif, alors lui, il va avoir beaucoup d'interactivité et il va utiliser pas mal d'applications diverses et variées. Il peut utiliser du mobile, des sites web, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée pour vous faire vivre une expérience complètement différente. Par exemple, aujourd'hui, il y a des vendeurs e-commerce sur Internet qui vous proposent directement de simuler un meuble dans votre salon grâce à votre application mobile. Ça, c'est de l'interactivité. Et ça, c'est de la créativité, voilà, qui passe par du développement. Si on parle maintenant plus de produits digitaux, donc de personnes qui vont être en charge de développer des produits digitaux, aujourd'hui, il y a deux métiers où on est très créatif. C'est les product managers et les product owners. Ce sont les nouveaux termes qui définissent les chefs de projet en entreprise. C'est un métier qui a évolué. Et aujourd'hui, le product manager, il est garant complètement d'un produit digital dans une entreprise. Par exemple, il va être garant de l'application mobile de l'entreprise. C'est lui qui va définir la vision et qui va dire où on va aller dans 1 an, 2 ans avec cette application. Donc, il doit être en phase avec le marché. Il doit faire beaucoup d'analyses pour ensuite trouver de la créativité dans ce qu'il va proposer en nouvelles fonctionnalités pour l'application. Et ça, c'est de l'idée. Et c'est de la créativité qui est liée vraiment au produit qu'on va piloter. Le product owner, lui, de l'autre côté, il va aider le product manager et il va dire au product manager, OK, toi, tu veux aller là-bas. Le product owner, il va lui expliquer comment on va y aller. Et donc, il y a plusieurs chemins pour atteindre les objectifs. Et le product owner, c'est de trouver le meilleur chemin pour atteindre l'objectif, peut-être le plus créatif, en allant chercher des techniques en marketing, des techniques en développement, des techniques en UX, par exemple, pour créer de nouvelles méthodes de travail et arriver à atteindre son objectif. Et il reste garant du produit. Et donc, il faut qu'il soit créatif aussi pour être toujours alerte et peut-être cette force de proposition aussi pour faire évoluer ce produit. Enfin, on peut retrouver après dans le marketing et la communication, bon là je vous en ai mis 3, mais il y en a plein qui existent, des métiers aussi créatifs. Je fais le lien avec la slide d'avant où je parlais de rédacteur. Et bien aujourd'hui, en effet, il y a un métier qui est le métier de rédacteur web, qui consiste en fait à créer du contenu. Alors il y a différents types de rédacteurs web qui existent également, mais on va dire c'est créer du contenu textuel qui va permettre aussi à un utilisateur d'avoir une information, mais d'avoir aussi une expérience. Un rédacteur web, il doit se nourrir de beaucoup de choses, faire beaucoup de veille pour en fait nourrir cette créativité et avoir une capacité à produire des contenus textuels qui vont être différents aussi d'un autre site. Et donc, il faut être créatif dans la rédaction. L'autre métier créatif, que la plupart des gens connaissent aujourd'hui et qui est assez connu, c'est le social media manager. Donc, lui, son rôle, c'est de piloter, on va dire, la stratégie social media, le community management. Et donc, pareil, lui, il va être hyper créatif dans son métier. Qu'est-ce qu'il va mettre en ligne comme type de post sur les réseaux sociaux? Comment il va faire pour engager sa communauté à réagir avec lui? Comment il va créer du lien avec cette communauté? Ça passe par de la créativité. Ça peut passer par des types de posts différents. Il va peut-être monter des jeux concours. Mais donc, du coup, il va devoir trouver l'idée du jeu concours et donc trouver cette créativité autour du jeu concours. Il va peut-être faire de l'interaction avec ses utilisateurs et par exemple proposer à ses utilisateurs de créer des contenus. Et donc là, c'est les utilisateurs qui vont devenir créatifs. Mais l'idée de départ, c'était de faire de la créativité. Et enfin, on a un autre métier, c'est le planeur stratégique. Alors ça, c'est un métier qui consiste à élaborer la stratégie de communication. Donc j'en parlais un peu avant, on peut être créatif en stratégie. Donc lui, il va utiliser pas mal de choses, des données, des analyses de comportement consommateur, pour ensuite pouvoir trouver le message publicitaire qu'il va mettre en place. Et le message publicitaire,
c'est de la créativité de départ, puisque rien n'existe avant ce message-là. C'est lui qui l'a construit parce qu'il correspond à la marque, il correspond aux besoins de l'entreprise et il correspond surtout à ce qu'attend la cible finale derrière. Les rédacteurs web aujourd'hui, alors pour vous donner un peu une idée sur les salaires, donc sur les product managers et product owners, on va être sur des salaires entre 25 000 et 70 000 euros, selon l'expérience, hein, toujours. Sur un poste de rédacteur web, on est sur des salaires en France compris entre 25 000 pour des débutants et ça peut aller jusqu'à 50 000 pour des rédacteurs plus expérimentés. Un social media manager va plus être autour des 35-45 000 pour un débutant et ça peut monter jusqu'à 80 000 pour des personnes plus expérimentées. Et le planeur stratégique, qui lui a un rôle vraiment clé, on va plus être vers des salaires à 40 000 euros et ça peut monter presque jusqu'à 100 000 euros par an. Donc, avec les deux slides que je vous ai montrés avant, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que la créativité, au final, elle est centrale à tout. Elle est centrale à tout et elle est centrale à notamment toutes les formations qui gravitent autour. Aujourd'hui, il y a 3 grands métiers qui existent dans le digital, qui vont tourner autour du développement web et mobile, dont j'ai un peu parlé avant, qui vont tourner autour du product management, dont on a parlé à l'instant, et qui tournent aussi autour de l'UX et l'UI design. Donc, ces métiers-là, ils sont tous liés entre eux et ils ont chacun leurs compétences créatives. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça montre que on peut être créatif tout seul, mais on peut être créatif à plusieurs et à plusieurs métiers différents. Et c'est généralement en confrontant tous ces métiers-là qu'on est créatif ensemble dans une entreprise. Pour atteindre ce type de métier, ce type de créativité, eh bien, on propose aujourd'hui différentes formations qui vont vous permettre de devenir product manager, de devenir social media manager, de devenir développeur interactif. Je vais vous présenter assez simplement ce qu'on fait aujourd'hui à l'ECV pour que vous ayez une idée un petit peu de ce qu'il y a comme matière derrière aussi ces formations et ça va vous donner plus de profondeur. Aujourd'hui, on a un master en développement web qui va vous permettre d'appréhender un prisme, 4 blocs de compétences assez poussés qui vont vous permettre de maîtriser les technologies. Et ensuite, ces technologies, si vous les maîtrisez bien, vous pourrez les mettre ensemble pour être créatif, comme j'ai pu l'expliquer juste avant. On va retrouver des technologies qui vont nécessiter des compétences pour créer des interfaces, donc front-end. Donc là, vous allez toucher à du code HTML, vous allez potentiellement toucher à des langages type JavaScript, React, vous allez apprendre à utiliser des navigateurs web, on peut faire pas mal de choses avec des navigateurs web, mais aussi on va vous apprendre à construire l'arrière de la maison, si je peux dire, avec tout ce qui concerne le back-end. Donc ça, c'est plutôt la plomberie, on va dire, dans une maison, avec des cours de PHP, des cours de serverless. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les architectures dans le cloud. Voilà. Donc là, on va vous apprendre à maîtriser des technologies. Derrière ces technologies, on va vous apprendre à les exploiter correctement avec de la direction de projet. Donc là, notamment, on va vous apprendre à gérer des projets, à monter des différents types d'applications mobiles, différents types de sites web pour nourrir votre créativité et qu'ensuite vous soyez vous-même acteur de votre créativité et que vous vous appropriez ce qu'on vous a appris en cours pour le mettre au service de votre entreprise ou bien à votre propre service pour développer des projets personnels. Et toute cette formation est en 2 ans et en alternance. La deuxième formation qu'on vous propose pour être aussi dans des métiers créatifs, donc c'est un master en product management. Donc là, c'est un master, comme je l'expliquais, le product manager, il va piloter à 360 degrés un produit digital. Donc ça lui nécessite des compétences très larges qui vont être très complémentaires. Le product manager, il doit à la fois faire de la stratégie, et donc j'en parlais tout à l'heure,
On peut être créatif en stratégie. Donc là, il va pouvoir faire de la stratégie en marketing. On va retrouver le métier de planeur stratégique, notamment dans cette partie-là, le social media. On va aussi apprendre dans ce master-là à bien piloter un projet et notamment à faire de l'innovation. Et là, ça apprend à faire de la créativité. Comment on fait de l'innovation sur un produit? Qu'est-ce qui peut faire qu'un produit peut être différent d'un autre produit et comment je peux amener quelque chose que personne n'a amené? Et après, on vous apprend toutes les techniques opérationnelles pour mettre en place tout ça, que ce soit du référencement, que ce soit aussi de la visualisation de données. Voilà. Et on vous apprend aussi des choses plus spécifiques sur les produits, notamment dans le e-commerce, qui est un marché un peu particulier. Et tout ce qui concerne aujourd'hui l'éco-conception, par exemple, avec le Green IT, qui est de plus en plus regardé sur Internet concernant on va dire le numérique responsable. Et enfin, on a un autre master qu'on vous propose à l'ECV, qui est un master sur l'UX/UI. Donc là, vous avez 2 ans pour être un expert de la conception. Donc ça, c'est un master créatif, puisqu'en fait, on va commencer par comprendre les utilisateurs à qui on doit s'adresser. Donc, comprendre les utilisateurs, c'est essentiel pour savoir derrière qu'est-ce qu'on va lui proposer à cet utilisateur. Quelle est en fait l'interface qui va bien correspondre à ce qu'il attend et l'interface qui correspond à la meilleure expérience qu'on va vouloir lui offrir. Et pour ça, il faut bien connaître ses utilisateurs pour ensuite être créatif dans le parcours et l'expérience qu'on souhaite proposer à l'internaute. Et donc ça passe par des cours de conception avec différents types de design, du design d'interface, du design d'interaction, du design thinking, qui est une manière de casser des concepts et de les reconstruire depuis le début. Et là, pour le coup, il faut être créatif. Mais on vous apprend aussi à être créatif dans la production de contenu, avec du motion design, de la 3D, des outils de no-code aujourd'hui qui permettent de faire beaucoup de choses, notamment créer des applications, des sites sans savoir coder. Donc c'est assez intéressant. Et on nourrit votre curiosité avec de la veille, qui est essentielle pour pouvoir être créatif derrière. Et enfin, on vous apprend aussi à analyser tout ça pour savoir si ce que vous avez pensé d'un point de vue créatif fonctionne, avec notamment des cours de Google Analytics pour voir si le trafic sur le site correspond à vos attentes, des cours d'accessibilité pour s'assurer que votre concept il va être accessible à toute personne, qu'elle soit qu'elle ait un handicap ou non, par exemple. Et on vous apprend aussi à écrire de manière créative avec des cours du X-Writing. Donc aujourd'hui, on a ces 3 masters-là qui sont très complémentaires, mais qui permettent en fait à chacun de trouver une place créative au sein d'une formation, que ce soit en développement, en pilotage d'un produit ou bien en création d'une interface. Voilà pour une présentation un petit peu de tout ce qui concerne la créativité aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Manon désormais qui va vous expliquer si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé, toute la procédure pour pouvoir suivre ces formations-là. Manon, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Florian. Juste avant, je reviens un petit peu, puisqu'on a eu 2 questions, et comme ça, on va pouvoir rebondir directement. Une question tout d'abord de Louisa, qui aimerait que tu puisses réexpliquer un petit peu, en quelques mots, le rôle créatif du planeur stratégique. Voilà, si tu pouvais résumer un petit peu ça. Alors, j'ai passé un slide trop tôt là. Oui, alors le planeur stratégique, en fait, il a un rôle clé pour une entreprise parce que c'est lui qui va élaborer la stratégie de communication. Donc aujourd'hui, quand on monte des stratégies de communication, déjà, il va travailler beaucoup avec la personne qui fait du marketing parce que la personne qui fait du marketing va lui donner en fait la cible. OK, est-ce qu'il faut toucher des personnes jeunes, des personnes âgées? Est-ce que c'est des personnes qui habitent en Île-de-France, qui habitent en région? Alors, on va définir un petit peu toute la cible. Et le planeur stratégique, derrière, lui, il va élaborer une stratégie de communication qui va permettre de toucher cette cible. Donc, la stratégie de communication, elle va passer par différents types d'étapes. Il va
proposer ce qu'on appelle une copie stratégique, où dans cette copie stratégique, il va définir le ton du message, il va définir différents éléments qui vont constituer la stratégie de communication. Et pour ça, le planeur stratégique, il va se baser sur pas mal de données, comme je l'expliquais, sur des études de comportement consommateur pour savoir derrière comment il va orienter son message publicitaire. Est-ce que, Louisa, ça répond à ta question un peu plus? En attendant de voir si Louisa nous répond. Oui, ça répond parfaitement à sa question. Bon, C'est super. parfait. Je me permets du coup de rebondir S'il y a une deuxième également sur, question, ouais, allons-y. tout à fait, sur la question d'Olivier qui demandait une question très intéressante. Comment gérez-vous les évolutions importantes qu'apportent les intelligences artificielles et les impacts sur les différents métiers que tu as mentionnés précédemment? Il rajoute dans sa question, on peut imaginer que l'activité des développeurs va forcément évoluer dans un laps de temps assez court, par exemple. Alors, déjà, c'est une très bonne question. C'est Olivier, c'est ça? Très Tout bonne à fait, c'est question. Olivier. Alors, en effet, c'est des sujets, on se préoccupe beaucoup de ce sujet-là, comme pas mal de personnes, je pense, aujourd'hui. Alors, sur cette partie IA, moi, je vais donner un point de vue personnel là-dessus, mais je pense qu'on est encore au début des choses et c'est dur de se prononcer sur tout. Aujourd'hui, les IA, je pense qu'il ne faut pas les fuir. Voilà, il va falloir vivre avec, déjà. Je pense que si ça continue comme ça, on va devoir vivre avec. Euh, je pense que les IA vont peut-être pas remplacer nos métiers, mais par contre, il va falloir apprendre à utiliser ces IA dans nos métiers. Et ça, c'est pas la même approche. Euh, Aujourd'hui, les programmes qu'on peut avoir à l'ECV, c'est des programmes qui sont à l'instant T. Les programmes évoluent. On fait évoluer nos programmes aussi en fonction du marché, en fonction de pas mal de choses. Donc, forcément, les IA, à un moment donné, elles vont avoir une place un peu plus importante dans la formation. Et en effet, elles peuvent venir peut-être remplacer certains métiers. Euh, Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des métiers, oui, qui vont soit être remplacés par des IA, mais peut-être qu'il va y avoir un nouveau métier qui va être créé pour utiliser l'IA. Donc, peut-être qu'un métier dans de la rédaction de contenu, aujourd'hui, sera plus fait par un rédacteur de contenu, mais sera fait par un IA manager, peut-être, qui lui sera en charge de générer des contenus pertinents avec une IA. Mais il va devoir savoir utiliser ces IA pour le faire. Donc, je pense qu'on est plutôt sur une évolution de métier à moyen, long terme, plutôt que sur des métiers qui vont totalement disparaître. Voilà, ça c'est ma vision aujourd'hui en tout cas des choses, mais on a vu que ça allait très très vite. En novembre l'année dernière, ChatGPT, on n'en entendait pas parler, et puis là on est en avril et tout le monde l'utilise et il y a plein d'IA qui sont sortis. Donc voilà, on ne sait pas ce qui va arriver encore dans 6 mois, mais voilà un petit peu la vision des choses. Donc est-ce que ça répond à la question d'Olivier? Est-ce que ça... Je pense en tout cas que Olivier a répondu. Donc, on peut imaginer que le cursus de formation va évoluer au fil des années. Absolument. Et C'est absolument, je confirme. sûr. Et il le Ça faut. évolue forcément. Il le faut parce que les technologies, dans le digital, les technologies vont assez vite, notamment en développement web. Donc, il faut toujours qu'on soit au fait de ce qui se passe sur le marché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les intervenants qui travaillent à l'ECV, ce sont que des professionnels. Donc, au moins, comme ça, on est sûr d'avoir des gens qui sont en lien direct avec les évolutions du marché et qui peuvent automatiquement les transmettre aux étudiants derrière. Et c'est ça qui est plutôt intéressant chez nous. S'il n'y a plus de questions, je te laisse la parole, Manon, pour la Pas de partie admission. souci, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions. Merci en tout cas pour vos retours dans le chat. Voilà, je vais passer rapidement sur les admissions, donc comment ça marche nos admissions à l'ECV. Donc tout d'abord, surtout donc, pour les masters digitaux, donc, du cursus digital, il vous faut tout d'abord présenter un dossier de candidature en amont.
Donc ça se passe sur notre site internet. Vous allez pouvoir retrouver un formulaire pour pouvoir faire votre demande selon le master que vous souhaitez intégrer. Vous allez pouvoir également retrouver sur notre site internet tous les documents à fournir, mais il y a notamment donc un CV, une lettre de motivation, les derniers relevés de notes. Et pour certains masters, il vous est également demandé un book de vos réalisations, voilà, création et de réalisation visuelle. Une fois que vous avez déposé votre dossier d'admission, les différentes personnes chargées des admissions des différents campus vont pouvoir définir avec vous une date d'entretien d'admission. Donc ça se passe vraiment en 2 phases, avec la phase de dossier et ensuite une phase d'entretien d'admission. Donc voilà, c'est vraiment une partie, cet entretien, une partie d'échange. Avec également un test à réaliser à la suite de celui-ci. Donc voilà, en tout cas, sur la partie d'échange, pas de stress à avoir. C'est vraiment pour échanger sur votre parcours, votre personnalité, votre motivation et voilà, ensuite votre projet scolaire et professionnel également. Ça va être aussi l'occasion de vous présenter les différents cours qui sont enseignés sur les différents campus que vous demandez, voilà, pour aller un petit peu plus en détail. C'est important aussi que vous puissiez avoir une vision globale des cours enseignés. Et ensuite, donc, il y a une phase de test à réaliser. Donc, ce test va durer 1 heure. C'est composé en fait de 3 questions assez générales sur vos connaissances dans le domaine que vous souhaitez étudier à l'ECV. Ce test, il va être aussi là pour qu'on puisse voilà, regarder vos connaissances, votre culture digitale, mais bien sûr également votre curiosité et votre capacité à argumenter. Voilà, vis-à-vis d'une expression écrite. Voilà, ça se passe en rédaction. Donc, soit vous pouvez passer cet entretien directement sur les campus, donc en présentiel, en physique, mais ça peut aussi très bien se faire en visio, si c'est plus simple et plus pratique pour vous. Voilà, petit aparté sur Bordeaux, on fait passer, il peut y avoir des pré-entretiens d'admission, justement pour pouvoir vous aiguiller peut-être un peu plus et voir quel cursus et quelle formation pourrait vous convenir. En tout cas, elle pourrait coller avec le plus possible avec votre projet professionnel futur. Donc voilà, ensuite, une fois que vous avez passé votre entretien d'admission, vous avez une réponse très rapidement, sous 8 jours. Donc, c'est les chargés d'admission des différents campus qui vont pouvoir vous donner la bonne nouvelle. Et ensuite, bienvenue à l'ECV. La balle est dans votre camp pour pouvoir ensuite vous inscrire définitivement chez nous. Je vais y revenir, mais en ce moment, voilà, on a des sessions express de speed meeting admission. Voilà, j'en parlerai juste après. Voilà, je vois quelques petites questions dans le chat. Ah bah, ça Une tombe bien, c'est la bonne question, slide. c'est ça, c'est la petite FAQ. C'est une question de Sina qui nous demande si voilà, on a des conseils à donner pour se lancer en freelance à côté de ses études et pouvoir démarcher les entreprises. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? Je te laisse y répondre peut-être, Oui. Florian. Alors, oui, pas de souci. Oui, c'est possible. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on n'accepte pas, hein. Le CV, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez à côté. Par contre, après, il faut savoir gérer son équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en master, vous avez une alternance, vous avez des cours où il y a des choses à faire hein, en cours, et c'est pas parce qu'il y a une journée de cours par semaine qu'il faut pas travailler le reste de la semaine. Donc après, c'est trouver cet équilibre entre tout ça. Donc c'est bien de vouloir de vouloir lancer son activité en freelance, mais il faut savoir aussi prendre du recul et savoir si on va arriver à tout gérer en même temps.
Ça, c'est la première chose que je peux conseiller. Mais voilà, après, c'est vous qui jugez votre capacité à pouvoir tout mener de front. À l'ECV, je sais que, en tout cas à Bordeaux, et selon les écoles, on peut avoir des ateliers ou des conférences dans l'année autour de étudiants entrepreneurs ou freelancing qui sont réalisés par des organismes professionnels spécialisés dans ce domaine-là et qui vous permettent d'appréhender toutes ces clés en fait sur comment se lancer en freelance, voir comment créer sa boîte et lancer son entreprise alors qu'on est encore étudiant. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner aussi. Je pense que ça sera intéressant, et là je vais faire le lien avec ce qui se passe demain, puisque demain, en fait, il y a un autre événement, et tu vas en parler après, Manon, mais qui est plus lié en fait, à l'alternance et ce genre de choses. Donc peut-être que les personnes présentes demain pourront aussi vous aider à répondre à cette question-là. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a aucun problème à le faire. C'est juste une question d'équilibre après dans le travail, quoi. Je sais pas s'il y a Super, d'autres merci pour questions. la réponse. Alors, pour répondre à la question de Louisa très rapidement, oui, les masters sont en alternance. Alors là, on va parler plus pour le cursus digital et on a également quelques cursus, quelques formations dans le cursus design qui sont en alternance, mais en tout cas, au digital, tous les masters sont en alternance. Du coup, ça va me permettre de Ça peut rebondir faire le sur lien une avec la autre. slide d'après, Voilà, exactement. peut-être. Et Voilà. je rebondis également sur une autre question par rapport, est-il possible de partir à l'étranger dans le cadre de la formation, par exemple pour un stage, étant donné que les masters sont en alternance, vous imaginez que c'est un peu difficile finalement de concilier l'alternance à l'étranger et en France, donc sur les campus. Par contre, pour les autres années et les autres formations, il est possible de faire des stages à l'étranger. Tout à fait. Là, voilà, ça va être au cas par cas selon les différentes formations qu'on propose. Je réponds aussi à une autre question pour savoir si il y a un parcours d'admission pour une rentrée décalée en janvier. Alors, nous, on ne fait pas de rentrée décalée en janvier ou sur un autre mois. Nos rentrées sont basées sur le système scolaire, je dirais, classique, avec une rentrée entre septembre et octobre, dépendant des différents campus en France. Également, l'intégration en formation se fait-elle aussi en Master 2 ? Oui, c'est possible. Il faut quand même justifier de solides compétences. Il faut déjà avoir validé un niveau et un titre RNCP Bac plus 4. Ça, c'est déjà la première chose. Et ensuite, au niveau des compétences, Florian, je pense que tu peux confirmer, il faut avoir quand même Oui. des compétences assez solides pour pouvoir entrer directement en Master 2 et pouvoir aussi suivre sur les différents logiciels, notamment. Voilà, des étudiants qui ont intégré le Master en première année. Hop là. Et du coup, on me demande aussi le coût d'un Master. Je vais vous mettre le lien des tarifs de nos différentes formations. Hop. Juste ici. Hop là. Alors, pour la suite, du coup, demain à 18h, vous avez un coaching live animé par une équipe d'experts, donc Amélie, Alexis et Marie, qui vont vous donner les 5 clés pour réussir en entretien, que ce soit votre entretien d'admission à l'ECV, parce qu'on sait que ça peut stresser certains et certaines d'entre vous, mais également aussi pour trouver une alternance. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est demain à 18h en live. Donc voilà, je vais remettre également le lien tac, dans le chat. Hop, pour voir.
vous inscrire si vous le souhaitez. Hop, et j'en parlais juste avant, très légèrement, de nos sessions. En ce moment, on met en place des sessions speed meeting à l'ECV. Donc, il vous reste encore 2 semaines pour participer, c'est jusqu'au 12 mai. N'hésitez pas à aller sur le site internet de l'ECV pour pouvoir voir et vérifier les dates qui sont disponibles sur les différents campus de France. Là, ici, le principe est très simple, c'est 30 minutes d'entretien à distance avec des conseils personnalisés et une réponse très rapide sous 3 jours. Ça peut être très utile si vous êtes en recherche, des étudiants qui sont déjà en recherche d'alternance et qui parfois passent des entretiens avec des entreprises pour trouver une alternance et qui ont envie de trouver la formation adéquate. Eh bien voilà, vous pouvez concilier les deux dans la foulée, si je puis dire. Hop là, je vous mets le lien également de cette session de speed meeting ECV spécial admission dans le chat. Je regarde, je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres questions. Alors, est-il possible de candidater à 2 masters différents? Oui, c'est possible. On va peut-être vous demander des compétences spécifiques, par contre, pour les différents masters. Donc voilà, il faut faire attention aussi de bien coller avec ça et également de le mentionner, éventuellement de faire 2 lettres de motivation, par exemple, différentes pour 2 masters différents. Voilà, ça peut être utile déjà pour avoir un petit peu vos compétences et éclairer votre projet professionnel. Et Louisa nous demande également le rythme de l'alternance chez nous, donc au cursus digital. Le rythme d'alternance est de 4 jours en entreprise et de 1 jour à l'école par semaine, voilà, tout au long de l'année. Et vous avez 5 semaines 100% à l'école par année scolaire. Donc elles sont dispatchées à différents moments de l'année. Notamment avec 2 semaines de scolarité, et en tout cas l'année de première année de master et de deuxième année de master va s'achever par 2 semaines complètes de compétition à l'école. Voilà, pour bien vous challenger et partir ensuite soit en 100% d'entreprise, soit en vacances, avec voilà, des idées créatives plein la tête. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas s'il y en a d'autres à les poser. Alors, une question de Stéphanie qui nous demande est-ce qu'on doit écrire un mémoire pour valider ses masters ou c'est du contrôle continu? Peut-être que je vais te laisser répondre, Florent. Oui. Alors, on fonctionne sur deux modules, 2 modèles, hein, on va dire classiques. Hein. Pour passer en année supérieure, c'est des notes de contrôle continu. Pour passer de la 4e à la 5e année, il faut forcément avoir minimum de 10 dans différents modules pour pouvoir valider son année. Et après, en 5e année, en fait, tout dépend du master. Selon les masters, on va avoir des projets de spécialisation qui vont marquer en fait vraiment la fin de votre formation, qui vont être différents. En développement web actuellement, on est sur le développement d'une application mobile de A à Z, de l'idée. Du coup, on revient à la créativité de l'idée de départ jusqu'à presque la livraison en store. Donc ça, c'est en développement web. En UX, UI, design, là, l'objectif, c'est de réaliser un design system. Donc, un design system pour les personnes peut-être dans le chat qui ne savent pas ce que c'est une sorte de grosse bibliothèque de composants d'interface web. Par exemple, on va venir ranger les boutons d'un site web, on va venir ranger différentes choses. Donc, c'est créer tout un design system comme ça en UX UI. Et pour le master en product, l'idée est de créer un produit digital sur 1 an, donc de l'idée jusqu'à la stratégie globale.
Donc oui, en effet, on va marquer votre fin d'année avec, alors, pas des mémoires, mais plutôt des épreuves. Et donc, il y a cette épreuve de spécialisation qui doit marquer la fin de validation de vos compétences que vous avez acquises en 2 ans. Ça répond à la question pour... J'ai l'impression que ça a répondu à la question de Stéphanie. Bon, parfait. C'est parfait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Je fais un rapide coup d'œil. Parfait, j'ai l'impression que ça a été très clair pour tout le monde. Donc c'est parfait, c'est ce qu'il fallait. En tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher des différents campus si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, notamment voilà, sur différents masters qui seraient spécifiques à tel ou tel campus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir posé toutes vos questions. Merci à toi, Florian, d'avoir un peu De rien. plus éclairé les différentes personnes présentes sur la créativité dans les métiers voilà, un peu plus tech, dont on ne se doute pas qu'il y ait forcément trop de créativité. En tout cas, elle passe par d'autres chemins. Exactement. Voilà, on vous donne du coup rendez-vous demain pour suivre le live à 18h pour les astuces sur la recherche d'alternance. Merci encore à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. À bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.